Alors, oui, je vois Nicolas qui piaffe. Alors, il a tout à fait raison. Et là, si je peux me mettre un peu vous trois aussi sur, mis à part ce que vous voulez apporter là aussi, sur cette démarche, sur ce que dit Benoît et ce que disent Benoît et Justine, et qui est l'importance, j'allais dire, d'un certain côté du timing, de la progressivité, de l'acculturation. Si on était en cuisine, on dirait du temps de chauffe. Faut pas faire cramer les trucs tout de suite. Comment vous le voyez? Donc, Nicolas, à vous. Alors, c'est vrai que ça me paraît très important ce que vous venez de dire, parce que vraiment un des gros freins que j'ai pu voir, c'est quelquefois des futurs testeurs, des opérateurs qui attendent la solution miracle. Et puis, dès le début, ça casse un peu l'ambiance, mais je leur dis, enfin, en tout cas, moi, je la connais pas encore. Si je la trouve sur Instant aujourd'hui, je la prendrai, mais donc, il n'y a pas. Et puis derrière, où je souligne complètement ce qu'a dit Benoît, c'est que, quelquefois, on perd ces gens qui avaient des attentes tellement grandes parce qu'on n'arrive pas à les remplir. Par contre, les plus hésitants, qui au travers d'une démarche structurée, on les prend avec, et puis après, peut-être qu'on pourra tenir en haleine ceux qui avaient des attentes plus grandes ou les avoir un peu plus tard. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi important de ne pas vendre du rêve, parce qu'après, on tombe des fois de haut, quoi. Un mot voilà, à côté. Un mot, Justine, peut-être là-dessus, encore une fois, sur la question à la fois du timing et de vous perso, parce que, allons-y, un narcissisme, bravo. Pas trop, mais du coup, sur le timing, effectivement, moi, mon premier message pour l'équipe, quand on a lancé ce groupe de travail, ça a été de les mettre en garde sur le fait que potentiellement le projet serait un échec. Comme il y avait une volonté forte, j'avais pas de problème avec l'acceptation, donc je pouvais aller justement dans prendre le pied le contre-pied, merci, et du coup aller directement leur dire OK, on y va, mais ça se trouve dans 6 mois on se dit que c'est un échec, et ce sera pas un échec du projet, mais ce sera un échec de d'une intégration, et on pourra aller sur autre chose. Et du coup ça a permis aussi de se donner le temps et de mener le projet correctement. Donc je pense effectivement que s'il y a une chose que je retiens moi, en tant qu'accompagnant, en fait, sur ce projet-là, ça a été la communication et la méthodologie qu'on a pu déployer. Merci à vous. Oui, Anaïs, allez-y, et sur le timing et sur le reste, et puis après. Ouais, je voulais ajouter quelque chose. Effectivement, on parle de projet d'intégration. Je suis désolée, comme on a un gros parasite à côté, il faut plus fort. Hein. Parfait. Alors, je vais parler un petit peu plus fort. En ce qui concerne l'intégration, le projet d'intégration d'exosquelettes, il y a eu un gros travail de la commission AFNOR sur des normes d'intégration des nouvelles solutions d'assistance physique. Dans ces normes, il y a eu à la fois des intégrateurs, des entreprises intégratrices d'exosquelettes, des concepteurs et des entreprises qui sont là aussi pour accompagner l'intégration de ces nouvelles solutions d'assistance physique, qui ont en fait mis en lumière une norme pour l'intégration des exosquelettes. N'hésitez pas à la consulter, ça guide aussi les entreprises sur comment est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on structure le projet. Et là, je pense que Lionel pourra aussi en dire quelques mots. Il y a des experts en fait qui ont aidé à construire ces outils qui demain peuvent aider toutes les entreprises à mener un projet en bonne et due forme pour potentiellement intégrer ces innovations si toutefois elles sont pertinentes. Merci. Vincent, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je crois que d'autant plus que, alors en particulier dans les métiers du soin, et je pense que le docteur Farah doit me rejoindre là-dessus, c'est-à-dire que nos missions, elles ne sont pas répétitives. Nos actes, nos actions, elles ne sont pas répétitives. Donc, si on arrive avec un exosquelette du bout comme ça, là, ça marche pas. Parce que on va mettre l'exosquelette au moment où il faut pas le mettre. Par exemple, on a déterminé que pour nous, tout ce qui était soins du bas, c'est-à-dire les pieds, les choses comme ça, où les soignants se penchent ou se mettent accroupis, l'exosquelette lombaire, en fait, il est gênant. Donc, si on commence à dire, mettez-le tout le temps, eh ben là, elles vont focaliser sur le fait que ce soit gênant, et elles le mettront pas. Et elles ne le mettront pas là où c'est par contre pertinent. Donc il faut effectivement avoir ce temps de maturation et d'observation pour arriver à l'acceptabilité. Merci, et vraiment merci de souligner ça, parce que, alors vous le savez dans tous les types de projets, mais je pense qu'encore plus dans ceux-là, le timing et la gestion des temps et des moments adaptés, parce que je veux dire, c'est à la fois la gestion des temps, mais il y a le temps de la recevabilité, hein. Les vieux trucs, il y a un temps pour tout, et un temps pour acculturer, et un temps pour réfléchir, et un temps pour évaluer, c'est vraiment important. Ligne de mots là-dessus, et puis on va passer à l'optique forme si vous voulez bien après.
Moi, je suis donc totalement alignée avec ce qui vient d'être dit. Et nous, on avait peut-être la problématique aussi inverse, qui était pas content que l'exosquelette était une demande, mais au contraire que parfois il était considéré pour certains actes comme un frein. Donc l'idée de pouvoir l'intégrer progressivement, c'était important. Et l'autre point, c'est que dans l'expérimentation, on est passé aussi par un comité d'éthique qui nous a permis d'obtenir l'autorisation pour réaliser le questionnaire. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Et ce temps-là nous a permis de maturer le projet. Donc c'était important d'avoir ce temps de réflexion. Merci et merci de le souligner parce qu'effectivement, moi, ce qui me frappe dans tout ce que vous dites là, c'est que c'est pas seulement une personne ou un HSE ou un responsable innovation qui est concerné, mais d'un certain côté, c'est un petit peu toute la chaîne, j'allais dire, de coaction, de décision et autres, et que on est toujours sur cette question-là, c'est d'amener les choses au bon niveau de bain, de température, pour pouvoir le déclencher quand il faut. Merci et merci à vous là-dessus. Alors, je vous propose qu'on regarde maintenant et puis on va ouvrir après le débat avec vous tous et vous toutes. C'est d'avoir plus précisément une approche santé des femmes, diversité d'intégration, et puis aussi l'autre optique qui est, j'allais dire, l'autre finalité qui est derrière tout ça, et qui est l'égalité. Finalement, vous parliez, ça, l'intervention de Benoît était très très intéressante, le démarrage, pour nous rappeler quelles étaient la réalité finalement de l'intégration des femmes dans le monde du travail, et que la plus grande partie finalement des métiers était, j'allais dire, genrés par habitude, et autres, quoi qu'il en soit, ou par question justement de capacité physique, de culture ou autre. Alors sur ces questions-là, sur les dimensions un petit peu spécifiques, pardon. Alors c'est Christine, hein. Juliette Moreau, donc elle est responsable de tout ce qui est non, c'est pas votre à Femtech France et à Femtech School de l'ensemble de ces questions-là. Donc vous voyez, voilà, vous devenez spécialiste de la réhabilitation alors que c'est pas le cas. Et ben donc vous allez l'être. Donc non, je ne suis que donc membre bien près sur le menton. Donc elle est voilà. Et je suis que membre fondatrice et présidente de Femtech France, qui est un collectif qui regroupe l'ensemble des entreprises qui travaillent en innovation en santé des femmes. Et je suis également moi-même fondatrice d'une entreprise en innovation en santé des femmes. Alors, en santé des femmes, on regarde à la fois ce qui est spécifique à la femme, donc tout ce qui correspond à des problématiques de santé biologique propre au genre féminin, et dans ce cadre-là, on va regarder aussi tous les moments de vie. Donc, vous l'avez cité tout à l'heure, hein, la maternité, ça peut en faire partie, mais on peut regarder aussi la ménopause, et ça, je voulais y revenir brièvement. Et puis aussi tout ce qui est pathologie spécifiquement féminine. Vous entendez beaucoup parler en ce moment de l'endométriose. Il y en a d'autres qui peuvent être très impactantes en milieu professionnel. Je pense en particulier aux fibromes utérins. Et c'est vrai que dans le cadre de cet échange, depuis tout à l'heure, on en avait déjà parlé lors du premier UX Forum, mais je réalise à quel point c'est une formidable opportunité. Alors, de le regarder par rapport aux troubles musculo-squelettiques, c'est évident, mais aussi peut-être de le regarder par rapport aux spécificités de la santé des femmes. Si on pense à la ménopause en particulier, on sait que les femmes ménopausées, pour 40 à 50% d'entre elles, vont avoir des douleurs articulaires qui peuvent ou pas rester en fonction du temps, et qui clairement pourraient être totalement reliées à certaines difficultés dans la réalisation de certaines tâches, voire de troubles musculo-squelettiques. De la même manière, par rapport à ces pathologies typiquement féminines que je vous évoquais tout à l'heure, qu'on peut qualifier, qui pour certaines d'ailleurs donnent droit donnent droit, je sais pas si c'est un droit, mais en tout cas sont qualifiées comme handicapantes et sont des handicaps invisibles. Réfléchir aussi à de quelle manière justement ce type de dispositif, les exosquelettes, pourraient venir compenser, alors par rapport à des moments de crise ou sur le long terme, certaines pathologies. Donc assez intéressant de réfléchir aussi au-delà même de la tâche à comment on vient compenser des moments de vie ou des difficultés de santé spécifiques à la santé des femmes, et augmenter en effet la capacité à rendre le milieu professionnel plus égalitaire en genrant les niveaux d'aide qu'on peut offrir.
Merci Juliette de souligner ça, et c'est vrai que c'est une chose importante. Alors, au-delà de la bénévolence, si on peut dire, de la responsabilité sociétale des employeurs, encore une fois qu'ils soient publics ou privés, on parle beaucoup du secteur privé, mais je dirais que c'est qu'il y a quand même les quelques 6 millions de salariés du public qui aussi sont importants globalement là-dessus. Et c'est vrai que au-delà de la bénévolence, je dirais qu'il y a aussi un indicateur qui est tout à fait, j'allais dire, précis et utile, et qui est la difficulté de recrutement. C'est-à-dire que on est tous les pays occidentaux, mais en gros tous les autres, face à des difficultés à la fois de recrutement et de fidélisation d'un certain côté de ce qu'on a encore. Et le fait, pardon de dire les choses trivialement de ce côté-là, mais le fait de s'intéresser plus particulièrement aux femmes, et plus particulièrement aux femmes qui là aussi prennent de l'âge, et de se regarder ce type de truc, c'est aussi un bénéfice, un avantage, je dirais, direct là-dessus. Pardon d'être trivial là, mais au-delà de la bénévolence. C'est un avantage en termes d'attractivité, c'est un avantage en termes de rétention. Et vous avez, on l'a pas évoqué à cette table ronde, mais il faut savoir aujourd'hui qu'il y a en santé des femmes des critères qui font que les femmes vont quitter leur travail. Alors bon, j'évoque souvent tout ce qui est parcours fertilité qui va provoquer la démission d'une femme sur 3. Donc ça, c'est très spécifique. Mais on sait que sur certaines pathologies, que à l'arrivée de la ménopause, les femmes peuvent choisir volontairement ou pas. Alors je sais même pas si c'est volontaire, mais en tout cas en fonction de leurs difficultés physiques, de se mettre à temps partiel, voire de renoncer à un emploi, soit de changer d'emploi. Typiquement, leur proposer des solutions en amont de ces choix-là pour compenser ces difficultés physiques liées à leur pathologie ou à ce moment de vie particulier. Je rassure, il y a autre chose que les exosquelettes pour soigner de la ménopause, mais malgré tout, il y a des choses sur lesquelles on peut aussi intervenir quand justement même les traitements ou les moments de vie sont difficiles à passer. Spécifier ça, et alors je pense à métier, si je peux me permettre, Lynn, ça va être à vous, et puis Vincent aussi, dans vos métiers, vos secteurs qui sont, je dirais en ce moment, hélas aussi dramatiquement un peu sous les feux de la rampe, et puis qui ont des besoins à la fois de fidélisation, de maintien, de considération surtout de vos équipes et de vos équipes féminines. Comment ça fait écho ce que tu es en train de dire, Juliette, chez vous, Lynn? Nous, c'est un réel sujet qui actuellement est abordé pour l'attractivité de nos métiers, puisque c'est vrai que nos métiers étant composés en grande partie par les femmes, prendre en compte leur spécificité a un réel impact aussi pour leur proposer dès les stades très précoces. À l'hôpital Foch, on a une structure d'IFSI qui nous permet aussi de toucher des femmes dès leurs études, et de montrer et de travailler en collaboration avec elles pour montrer que sur tous les stades on a cet accompagnement. Et je vais citer peut-être un autre exemple, c'est qu'on a structuré un centre de prévention pour nos personnels soignants qui est au sein de l'Institut Lynn Renault, situé en face de l'établissement, qui permet justement de proposer un accompagnement notamment pour les femmes sur cette question. Et le deuxième exemple que je prendrais, c'est qu'on est en train de structurer aussi un consortium sur les tiers-lieux d'expérimentation en santé numérique, pour lesquels un des pôles d'excellence, on en a 2, et c'est la santé de la femme, et on retrouve toutes ces problématiques, justement, l'endométriose, du parcours de fertilité et de la ménopause, qui sont des réels sujets actuellement pour nous, et qu'on porte en fait de nos voeux dans les prochains jours d'ailleurs pour un appel à projet sur le sujet. Merci, et merci de vos échos pratiques. Oui, on va Vincent, si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, je poursuis là-dessus, et merci à Lynn d'avoir finalement annoncé ce que sont nos 2 prochains axes. C'est-à-dire que demain, si vous êtes là en fin de matinée, on regarde ce qui est vraiment tout à fait passionnant, c'est-à-dire l'exemple c'est vraiment un centre de prévention et de santé destiné aux soignants. Donc ça, notre truc, ça s'appelle prendre soin des soignants. C'est d'autant d'actualité. Et ce qui est intéressant, c'est que on le verra demain, c'est que c'est un centre qui n'est pas intégré physiquement, matériellement dans l'hôpital, mais qui est un centre extérieur pour finalement traiter véritablement les soignants et les équipes soignantes comme on traite les patients, avec le même type de soins, une centration sur les difficultés, je veux dire les difficultés physiques, enfin les enjeux physiques qui sont particulièrement liés, notamment ce que vous citiez tout à l'heure sur les pieds, sur les jambes et autres. Vincent, deux mots là-dessus. Je pense qu'effectivement, ce genre de projet, attractivité et fidélité, on est en plein dans
le sujet, puisque c'est prendre en considération le salarié et ses attentes. Donc, je pense qu'on répond complètement. Et après, il y a une partie qu'on n'a pas abordée, c'est le maintien à l'emploi et le retour à l'emploi. Et l'exosquelette en particulier va jouer là-dedans, puisqu'il va permettre finalement d'amener un arsenal supplémentaire sur le retour à l'emploi ou le maintien. Donc plein de chantiers, merci. Il y a plein de chantiers qui démarrent là-dessus. Vous cramponnez, vous avez envie de dire quelque chose? Non, je le croyais. Bon, là-dessus, et plein de chantiers d'études. Alors, c'est pour ça qu'avant d'ouvrir le débat, je souhaite passer la parole à Christine Geoffrion. Alors, c'est elle qui dirige cette fameuse chaire de psychologie là-dessus, de psychologie du travail et des organisations à l'université Grenoble-Alpes. Donc voilà, toi tu as fait une tangente puisque je t'ai connu à Nantes et là maintenant c'est Grenoble. Et là-dessus, je dirais Christine développe aussi des études avec un laboratoire d'innovation donc technique qui est spécialisé en robotique, cobotique et autres. Et voilà, comment toi tu vois tout ça, et puis aussi le regard sur l'axe femme, encore une fois, dont je vous annonce aussi qu'il va être un axe fort pour nous sur la suite de l'année. Merci beaucoup Anne-Marie. Donc effectivement, quand on arrive en bout de course, il y a plein de choses qui ont été dites et extrêmement intéressantes et que je n'aurais donc pas à redire. Moi, je dirige un axe de mon laboratoire qui s'appelle risque et accompagnement du changement. Et effectivement, on est amené à travailler, notamment avec on travaille dans l'interdisciplinarité et on travaille notamment avec le laboratoire d'informatique de Grenoble Ligue. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que on travaille dans la complémentarité, en ce sens où finalement les concepteurs ont un certain nombre de paramètres en tête et font appel à nous avec les sciences sociales, avec la psychologie du travail des organisations, avec l'ergonomie, pour justement apporter cette touche particulière dont la spécificité homme-femme, mais pas exclusivement. Nous, on va beaucoup travailler sur des modèles d'acceptation, d'acceptabilité. Alors, la différence, c'est quoi? C'est l'acceptabilité, c'est en fait, est-ce que les personnes vont avoir l'intention d'utiliser un exosquelette? Et puis, on travaille aussi dans un second temps dans l'acceptation située, c'est-à-dire qu'une fois que l'exosquelette est mis en place, comment est-ce que l'on peut l'améliorer? Et en effet, la vie des hommes, des femmes, et comme on vient de le souligner, la question du maintien dans l'emploi, la question du retour à l'emploi est extrêmement intéressante, et notamment pour les femmes, comme l'a souligné ma voisine, avec les spécificités que peuvent rencontrer les femmes. Peut-être un point aussi qui n'a pas été souligné, ou en tous les cas peut-être en filigrane, c'est aussi la question de l'influence sociale. L'influence sociale est extrêmement importante parce que généralement, on a bien entendu la question de la gêne, la question de est-ce qu'on cache, est-ce qu'on revendique l'emploi, au contraire le non-besoin. Donc l'influence sociale, on travaille beaucoup aussi sur cette question, et dans l'accompagnement au changement, il y a cette prise en compte donc de l'influence. Si quelqu'un l'a utilisé, quel retour il en fait? Est-ce que soi-même on aura envie de l'utiliser aussi? Il y a aussi en effet toute la question des conditions facilitatrices de la structure, ce qu'on va mettre en place de manière organisationnelle, des facilitations. Et clairement, moi je reviens sur le point central, c'est celui de l'approche participative. Clairement, dans toute nouvelle innovation technologique, quelle qu'elle soit, l'approche participative est essentielle dans la mesure où en effet on part du besoin de l'utilisateur, des groupes utilisateurs, et là on revient avec l'idée de groupe à la question de l'influence, pour justement prendre en compte leurs besoins, leurs désirs, les freins, les leviers, et puis mettre en place justement des dispositifs, comme vous les avez fortement bien décrits, qui correspondent pleinement à un individu, à un groupe, à une structure. Et une fois donc l'appropriation faite, eh bien toutes les améliorations qui peuvent aussi être menées. Nous, on se rend compte quand même que très souvent les concepteurs, ils prennent pas encore suffisamment en compte les besoins des utilisateurs. Pas encore suffisamment, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas pris en compte, mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup et notamment dans notre laboratoire d'informatique du laboratoire de Grenoble, il y a vraiment cette idée de comment est-ce que nous on peut les aider à prendre en compte ces spécificités. Très rapidement.
Merci Christine et merci aussi de rappeler. Alors c'est l'objectif de nos UX Forum, logique utilisateur. Encore une fois, c'est la parole utilisateur. C'est que là, en l'occurrence, les utilisateurs sont aussi beaucoup des utilisatrices et qu'il y aurait intérêt à les regarder et à les analyser, à les suivre et à avoir des processus d'accompagnement en tant que tel. Alors j'aimerais bien parce qu'il y a un métier alors qui est pas là mais qui est là et qui est un métier souvent beaucoup féminin. D'ailleurs, au début, on disait des infirmières et pas des infirmiers. On a la chance d'avoir dans la salle le docteur Truchot-Cardo, Dominique Truchot-Cardo, qui est médecin. Alors voilà, elle est médecin, donc école d'infirmière dirigée par un médecin. Donc c'est bien d'en avoir une aussi, et qui dirige, j'allais dire, presque la plus ancestrale et aussi la plus innovante des écoles d'infirmières en Suisse, puisque c'est la haute école de la santé et l'Institut de la bio. Voilà. Quel regard, pardon de vous prendre un peu impromptu comme ça, mais quel regard vous posez-vous et comment j'irai sur ces questions? Merci d'être là aujourd'hui, d'exosquelettes ou autres, ou d'une façon générale, d'intégration des innovations par les publics et spécifiquement par les segments féminins. Comment vous voyez les choses? Je vous passe mon micro. Alors, je vais pas avoir cette prétention, mais je voulais vraiment remercier, vraiment remercier tous les intervenants. Vous m'avez éclairé sur plein de points, notamment sur l'importance d'aller au plus près de l'utilisateur. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance, c'est que je travaille juste la porte à côté de l'EPFL, l'école polytechnique. Donc, le gros de mon travail au laboratoire, c'est justement de faire ce lien entre ces élèves ingénieurs et nos élèves infirmiers, médecins, pour construire un avenir où peut-être tous ensemble on va pouvoir avancer. Donc voilà, c'est le gros de mon activité. Donc merci encore de rendre la place aux utilisateurs. Merci à vous d'avoir surtout bien mis du doigt que le milieu des soins est une vague extrêmement mouvante, avec ce qui fait la complexité, c'est l'environnement par rapport au milieu industriel. Moi-même, j'ai plusieurs années en réanimation et Dieu sait que c'est pas ergonomique, ni l'AREA, ni le bloc, pour aucun des personnels qui y travaillent, par le froid, parce qu'on y a froid, par la statique, par la ventilation, et puis aussi par voilà tout ce qui est autour. C'est-à-dire qu'on n'a pas un seul lit qui se ressemble, et puis parfois on change et puis on n'est pas adapté. Donc moi, ma question, elle se pose à tout le monde. J'admire vraiment vos initiatives d'accès à l'exosquelette. Est-ce que, en parallèle du fait de mettre en proposition des exosquelettes, vous avez aussi réfléchi sur l'ergonomie même des postes de travail, à savoir les lits, les fauteuils, les tables opératoires? Est-ce que c'était une réflexion qui a été commune, ou c'était ou partir un peu déficit ou imposer, voilà, on a ce matériel-là, on le changera pas et on va faire un exosquelette qui soit adapté pour ça? Je vous porte cette réflexion parce que pendant le Covid, nous on a eu des labos qui sont venus de l'EPFL, qui nous ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les soignants. Alors moi j'étais en réa et j'aurais dit c'est retourner les patients qui est le plus difficile pour nous. C'est pas de les soigner, c'est pas en Suisse on a une chance inouïe parce que je travaille à Lausanne, on a eu des places pour tout le monde, mais on n'en peut plus de retourner les patients et on s'use et on se fatigue avec ça. Et figurez-vous que c'est un laboratoire de machines agricoles qui est spécialiste du retournement des meules de fromage, qui m'a dit tout simplement, très pragmatiquement, on a le même problème, vous soulevez des choses lourdes et fragiles. Et eux sont venus, on a essayé des exosquelettes, on s'en sortait pas parce qu'entre s'habiller pour le Covid, plus mettre l'exosquelette, plus on s'en sortait pas, on n'y arrivait pas, on était 6 à le faire. Donc on est parti sur toute autre chose et eux ont réfléchi avec un lève-personne, sur un système de poulies, parce qu'ils connaissent parfaitement pour retourner les patients. Donc voilà, ma question est, vous implantez de l'exosquelette, est-ce que vous faites la même démarche, la même réflexion sur l'environnement, comment on peut le changer, quoi? Parce que ce système, il est valable aussi au bloc où on met sur en ventral, enfin on a toujours ce même problème, quoi. Voilà. Merci par avance pour vos réponses. Merci Dominique de la question essentielle. Et alors pour juste donner un éclairage complémentaire à votre demande, je dois dire que l'une des personnes qu'on avait fait intervenir au moment du Covid, justement, c'était ce que je disais, et qui a été malheureusement un échec parce que pour les deux raisons que vous disiez, c'est-à-dire qu'à la fois l'exosquelette n'avait pas été bien choisi, là je vous parle de l'expérience de l'Est, et en même temps n'était pas du tout adapté au type d'activité finalement hospitalière. Ils se sont trouvés finalement face à des questions qui étaient juste terribles. Rappelez-vous, première période de Covid avec des patients, notamment des patients en réa qui étaient obèses, donc des poids retournés pour les gens qui étaient infirmières, aides-soignantes. Alors ils ont tout essayé, y compris de mettre des étudiants là-dessus en disant ils sont plus jeunes, mais donc voilà, ils ont qu'à s'y coltiner, mais finalement et donc d'essayer justement là aussi des solutions d'exosquelettes qui étaient faites pour un milieu industriel pas adapté.
Et là, vous posez la question très importante de l'interface, non seulement, j'allais dire femme-machine, en l'occurrence, c'est pas homme-machine, homme-exosquelette, mais c'est interface avec le milieu et avec le métier et les outils du métier. Nicolas, vous voulez dire à vous là-dessus, et puis Christine. Voilà, oui. Alors, moi, dans chaque approche que j'ai avec un client qui, aujourd'hui, parce que l'exosquelette est aussi, il y a ce côté innovant, il y a ce côté, on dira, sexy ou intéressant. Donc, il y a une première approche qui est faite comme ça. Il y a aussi, l'exosquelette, dans ma philosophie ou dans ma vision, elle intervient à la fin d'un principe que je résume en STOP, que vous connaissez probablement. Le S de STOP, c'est la substitution. Est-ce qu'on peut substituer cette tâche qui est problématique, qui est ergonomiquement inappropriée? C'est souvent difficile. Quelquefois, ça vaut la peine de se poser la question puisqu'on peut trouver des alternatives. Et ensuite, le T, c'est technique. Donc, à l'heure actuelle, il y a un client qui est intéressé par des exosquelettes et je suis en train de développer une table élévatrice qui leur permet de manipuler leur charge en meilleure situation et qui évite le port d'un exosquelette. Et puis le haut du STOP, c'est l'organisation. Et là, j'ai aussi un autre tour d'expérience dans une société de pharmaceutique où il y avait vraiment une place qui était inappropriée et chaque heure, il y a quelqu'un d'autre qui y travaille. Et donc, ça permet de diminuer cette contrainte. Et on termine avec le P lié à la personne et l'exosquelette. Voilà. Merci à vous. On a 5 minutes justement pour 1 minute max pour Anaïs, Christine, et puis, pardon, vos questions, mais on les reprendra ensuite. Oui, c'est effectivement l'exosquelette, c'est pas la solution. On passe d'abord par le travail d'ergonomie et l'ergonomie, c'est pas juste le bureau qui se lève ou la souris ergonomique. L'ergonomie, c'est travail sur comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'est organisée l'équipe, est-ce qu'on peut mettre des solutions techniques et si par tout ça on peut pas résoudre la problématique, alors on peut aller explorer d'autres options, dont l'exosquelette. Mais l'exosquelette, c'est pas, moi je tente à dire, hein, c'est pas la solution miracle à tous les problèmes du monde. Sinon, toutes les entreprises, toutes les structures seraient déjà équipées d'exosquelettes, mais on peut pas le mettre partout et il faut surtout pas le mettre partout. Merci. C'est apparemment anticommercial et très très profondément pertinent, non seulement du point de vue humain, mais aussi du point de vue de l'efficacité. Merci Anaïs de rappeler ça. Christine. Oui, merci pour la question excellente. Effectivement, l'exosquelette, c'est par rapport à la personne qui est dans un environnement de travail, qui a un poste de travail. Et nous, dans le master que je dirige, dans le master de psychologie du travail des organisations, on fait intervenir des ergonomes qui forment les étudiants justement à l'analyse des postes de travail et donc passent du temps à observer, à filmer, à interviewer avec différentes techniques de manière à vraiment avoir une vue d'ensemble sur la manière dont les opérateurs interviennent sur leur poste, interagissent avec leurs collègues. La question aussi du management est importante, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à différents niveaux. Mais enfin, pour revenir à votre question, c'est vraiment l'analyse ergonomique du poste de travail avec des films, avec des minutages, avec des interviews qui permettent effectivement de prendre en compte ces différentes dimensions dont les opérateurs n'ont pas toujours conscience d'ailleurs. L'analyse extérieure permet de montrer comment finalement des postures ne sont pas adaptées. Alors évidemment, on va parler de la question des femmes plus spécifiquement, mais en effet, souvent, moi je vois des étudiants qui font un effet miroir pour montrer finalement à l'opérateur comment modifier et donc peut-être peut avoir intérêt à utiliser quelque chose. Merci Christine. Alors le mot de la fin, Benoît, Lynn et Justine, vous avez le micro, alors allez-y, c'est vous qui démarrez une demi-phrase. Une demi-phrase, travailler avec les opérateurs et surtout prendre son temps et faire les choses correctement. Eh bien, moi, je rêve que chaque société qui développe des exosquelettes ait dans son équipe de R&D au moins une femme pour
tenir compte de ces points-là, qui sont les points visibles qu'on peut arriver, nous, hommes, à évaluer, et les points invisibles, comme Juliette le disait, des douleurs qu'on ne ressent jamais, nous, dans notre vie d'homme. Aline? J'ajouterais juste au moins une femme et une opératrice du terrain qui connaissent le milieu et qui connaissent les besoins. Vincent? Non, je pense qu'effectivement, c'est prendre du temps. Non, vous avez déjà parlé. Alors, Juliette. Juliette sur l'axe femme, quand même. Moi, j'encourage tout ce qui peut aider les femmes à être mieux acceptées dans le monde du travail. Donc, je peux pas aller plus loin. Non, simplement curieuse, mais j'aurais plein de questions après de savoir quel est le niveau de mixité des exosquelettes, au sens où est-ce qu'on peut se passer son exosquelette entre hommes, femmes, petits, grands, et voilà. C'est plus ce type de questions-là qui, maintenant, d'un point de vue pratico-pratique, m'intéresse. Alors, vous me permettrez, moi, de conclure une demande pour vous et pour vous. C'est la question, alors pardon, c'est la question de cet après-midi, mais c'est la question cruciale des data. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas de façon précise et, j'allais dire collective et avec suffisamment d'éléments d'information, ce que sont les choses. Donc, par exemple, Juliette, ce que tu proposes, et tu as complètement raison, qui est de regarder la corrélation entre TMS, âge, type de poste. Pour l'instant, je dirais, on n'a rien là-dessus. Enfin, on n'a pas, on a de façon sporadique un certain nombre de choses. On a des données qui sont des données réelles et intéressantes, mais qui sont des données fragmentées. On aurait vraiment besoin d'avoir des datas. Bah, écoutez, je crois qu'on va vous remercier et surtout nous demander de remercier tous les intervenants. Donc, vous savez que santé des femmes en univers professionnel, ça sera au cœur de nos préoccupations, et donc notamment Préventica avec vous à Toulouse, mais aussi entre nous le 29 juin avec Juliette sur santé des femmes, santé intime des femmes et univers professionnel. Que je vous dise, on va lancer le 20 juin, donc on aura en visio, comme vous en avez eu l'habitude pour le précédent, quelque chose aussi de ce côté-là. Et puis surtout, je vous demande de les applaudir moultement parce que je les ai torturés sur les temps. Et grand merci. Grand merci à vous tous. Et donc, le replay très bientôt. Hein, donc, merci à Jean-Loup parce que le replay à la fois sur le site de Préventica et sur le nôtre, séquencé avec les supports aussi mardi prochain. Et puis, pour ceux qui ont envie de continuer, cet après-midi, le choc des datas. On a la chance, pour une fois, d'avoir un député qui s'intéresse aux questions de santé-travail. Alors, je vais vous dire que c'est quand même rare, hein, parce que en règle générale, ils vous plantent tous pareil. Et donc, on est un peu considérés, pardon, mais comme des bouseux. Mais finalement, non, ça marche. Il y en a quand même quelques-uns. Et puis demain, l'exemple de prendre soin des soignants, c'est fin de maths. Merci à vous tous et surtout un grand merci à vous. Bye. Merci.